Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire intitulé Mon entreprise face au risque, prévenir, gérer et maîtriser. Je suis Mélissa Lacroix de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et j'organise ce webinaire avec Amel Chikawi de l'entreprise Risque M qui se présentera tout à l'heure, qui interviendra sur ce sujet des risques. Alors, je vais juste faire une introduction très rapide, plutôt sur le côté technique. Vos micros sont éteints par défaut pour éviter les bruits parasites. Par contre, vous pouvez les activer quand vous voulez pour poser des questions ou partager votre expérience. Pareil pour la webcam, si vous souhaitez l'activer, c'est toujours plus agréable pour les intervenants qui se sentent un petit peu moins seuls. Vous pouvez également poser vos questions via le chat, au fil de l'eau, pendant la présentation. On y répondra au fil de l'eau ou alors tout à la fin. La présentation vous sera envoyée par email à la fin du webinaire. Si vous pouvez bien vous identifier lors de votre connexion, parce qu'il y a des personnes pour lesquelles je ne connais pas le nom et le prénom et je ne pourrais pas vous envoyer la présentation. Je vais laisser Amel Chikawi prendre la suite et vous présenter le sommaire de la présentation. Vas-y, Amel. Est-ce que tu arrives à partager ton écran? Oui. Par contre, on ne t'entend pas, Amel. On Voilà, m'entend? c'est bon. Oui, c'est bon. Désolée. Hop. Bon, très bien. Alors du coup, je souhaitais d'abord remercier la CCI et Mélissa pour avoir organisé ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments d'introduction concernant la maîtrise et la gestion des risques au niveau industriel. Donc, la présentation va se dérouler en 4 temps. Je vais d'abord vous présenter la société Riskem. Je ferai par la suite un petit tour d'horizon sur quelques catastrophes industrielles qui ont été marquantes durant ces quelques dernières années. Puis un retour d'expérience et la démarche réalisée pour pouvoir justement pallier aux différents risques que j'ai pu rencontrer au cours de mon expérience passée. Donc pourquoi Riskem? La société Riskem a vu le jour très récemment. J'ai toujours évolué dans le domaine de l'industrie et dans le cadre de mes différentes expériences, j'ai eu à faire face à différentes problématiques, différents sujets, soit relatifs aux activités et aux risques inhérents par rapport au secteur dans lequel j'ai évolué, mais également vis-à-vis des risques externes, donc allant de l'incendie jusqu'à le risque attentat. Donc la société Riskem a vu le jour très récemment. Donc l'idée, c'est d'accompagner les différentes structures sur leurs différentes problématiques en lien avec la sécurité et l'environnement. Comment est-ce que cela se traduit? Par un diagnostic ou un état des lieux de l'existant au sein de l'entreprise, par un accompagnement et du conseil, mais également par la mise en place d'un processus de management des risques de manière globale, et enfin par de la formation et de la sensibilisation au niveau opérationnel et au niveau de l'encadrement.
Donc du coup, là, on arrive à la deuxième séquence de la présentation. Je vais revenir sur deux catastrophes qui ont eu lieu récemment. Donc tout le monde a pu, je pense, prendre connaissance de l'explosion de l'usine de Lubrizol à Rouen. Ça a été un fait d'autant plus marquant pour moi parce que j'ai travaillé pour une société pour lequel en fait Lubrizol était un sous-traitant. Donc il a fallu identifier les différents risques par rapport à l'approvisionnement vis-à-vis des produits qui pouvaient être fabriqués pour cette société. Donc il faut savoir que le site de Lubrizol, c'est un site qui est classé Seveso seuil haut. Donc ils fabriquent des additifs et des lubrifiants, donc on est vraiment sur le domaine de la chimie. Ils doivent répondre à un certain nombre d'obligations législatives. Il faut savoir que le site était et est toujours inclus dans un périmètre dans un plan particulier de risque technologique et donc de répondre à un certain nombre d'arrêtés et des obligations réglementaires vis-à-vis de la maîtrise des risques au sein de cette structure. Il faut savoir que cette société a connu une catastrophe qui a généré, on va dire, un bon nombre de questionnements vis-à-vis de la problématique par rapport à l'impact environnemental que cela a pu engendrer par la suite, et surtout vis-à-vis des différents retours qu'on a pu avoir au niveau de la presse, mais aussi au niveau des salariés qui ont communiqué sur les réseaux sociaux, qui fait que du coup, on peut, on peut encore aujourd'hui se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que les risques ont bien été maîtrisés? Est-ce que les procédures ont bien été établies? Et qu'est-ce que, ils envisagent de faire par la suite? Est-ce que cela va impliquer également une évolution de la réglementation? Est-ce que cela va devenir un petit peu plus restrictif ou non? Un deuxième cas sur lequel je voulais revenir, qui est un peu plus récent, c'était en février de cette année, c'est la cyberattaque qu'a connue l'AFNOR. L'AFNOR est un organisme de normalisation, de certification et de formation. Il accompagne bon nombre d'entreprises sur les différentes thématiques telles que la gestion des risques, mais également sur la partie qualité, sécurité, environnement. Aujourd'hui, le groupe a connu un certain nombre de problématiques quant à la gestion des données et à la protection de ces données. Pour avoir échangé avec d'autres personnes et d'autres structures, notamment pour lesquelles l'AFNOR intervenait sur la partie ISO 9001, ISO 14001 ou ISO 45001, en termes de communication, ça a été un petit peu compliqué d'avoir les informations. Et j'ai eu un échange direct avec l'AFNOR récemment qui expliquent aujourd'hui qu'ils ne savent pas concrètement qu'est-ce qui a été perdu en termes de données, qu'est-ce qui est récupérable, malgré le fait qu'ils avaient déjà un système de protection mis en place pour pouvoir justement déjouer ce cas de figure en termes de cyberattaque. On en arrive au troisième volet de la présentation par rapport à ce que j'ai pu expérimenter au, au, au cours de mon expérience. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner une structure dans le secteur de l'industrie, plus particulièrement qui fabriquait et distribuait des dispositifs médicaux. C'est un site classé ICPE, donc pour la protection de l'environnement. Un certain nombre de problématiques avaient été mis en évidence, notamment concernant un risque bien particulier vis-à-vis de l'environnement proche et éloigné. Un certain nombre de questions s'est posé alors au niveau de la direction, à savoir quelles étaient les démarches ou la démarche à mettre en œuvre pour pouvoir pallier à ces différents risques. Pour pouvoir y répondre d'un point de vue stratégique,
On a 5 niveaux qui ont été déployés. Tout d'abord, l'identification avec la définition du contexte, l'analyse des différents risques, puis le traitement de ces risques. Comment est-ce qu'on allait pouvoir justement traiter les différents risques qui allaient être mis en exergue lors de l'analyse ou de l'évaluation de ceux-ci. Comment cela va être aussi maîtrisé d'un point de vue organisationnel, technique, mais aussi financier pour l'entreprise. Et enfin, quels sont les moyens de communication qui restent relativement importants dans ce cas de figure pour un site de cette ampleur-là, notamment concernant le fait que, comme je vous l'ai expliqué, par rapport au secteur d'activité, il faut également penser à la continuité d'activité et de pouvoir continuer à produire et à fournir les clients derrière. Donc ça, c'est vraiment un objectif et des exigences à respecter pour l'entreprise. Une cartographie du processus global va permettre à l'entreprise de pouvoir jalonner les différentes étapes à mettre en place, notamment concernant la gestion de risques de manière globale, mais également quelles vont être les données d'entrée, les éléments sources permettant de respecter et de passer d'une étape à une autre, et surtout d'identifier les acteurs qui vont être en interaction soit directe ou indirecte dans le cadre de ces différentes étapes, mais aussi en lien avec la structure. Alors, concernant les enjeux et les impacts, donc là, on va être sur des enjeux stratégiques, on va dire global vis-à-vis de l'entreprise. Au niveau politique, notamment concernant les différentes conventions, le Grenelle, qui sont des points, on va dire, clés au sein d'une entreprise. Au niveau législatif, quels vont être en fait les différents arrêtés, les différents plans d'un point de vue local, mais aussi national, qui vont être mis en avant. Au niveau économique, donc là vraiment c'est un point très important pour l'entreprise, à savoir quels vont être les enjeux, on va dire plutôt d'un point de vue macroéconomie. Si au niveau environnemental ou au niveau sécurité, certains points ne sont pas forcément respectés ou maîtrisés. Au niveau technologique, s'il y a une nouvelle installation, comment est-ce que cela va être géré? Comment est-ce que les risques vont être identifiés, évalués, mais aussi maîtrisés par la suite? Quels vont être les différents éléments à intégrer et à mettre en place pour pouvoir justement définir quels vont être les impacts en interne, mais aussi en externe, vis-à-vis de la localisation du site? Au niveau social, répondant là aux différentes parties intéressées que j'ai évoquées tout à l'heure, ça inclut les assureurs, mais également les actionnaires, l'image de marque de la société, et enfin le dernier point, c'est la partie environnementale qui est un point relativement important pour un groupe industriel, sachant que vu les différents éléments évoqués en amont et les différentes catastrophes qu'on a eues par le passé, notamment concernant l'explosion de Feyzin, si tout le monde se souvient, ça pose quand même un certain nombre de questions, que ce soit au niveau des différentes parties intéressées, mais pour aussi une question d'image de marque, pour éviter d'avoir une perte au niveau des clients et des pertes au niveau du marché. Alors si je reviens sur le cas de l'entreprise que je vous ai évoqué tout à l'heure, au niveau du diagnostic, il y a 3 risques majeurs qui ont été détectés. L'un au niveau d'un point de vue, on va dire, naturel, compte tenu de la situation hydrogéologique, géologique et aussi du climat, parce que là, on est vraiment inclus dans une zone inondable.
La société a connu un certain nombre d'événements imprévus qui a généré bon nombre de situations périlleuses, notamment d'un point de vue technique, qui au niveau financier a été un énorme impact puisque ils ont dû changer une partie des installations, ce qui a été énormément coûteux pour eux. Ensuite, d'un point de vue technologique, on a toutes les activités externes. Le site se trouve à proximité d'habitations. On est en plein cœur et en plein centre d'un village. On est vraiment très, très accolé aux différentes habitations, mais surtout, l'entreprise est en plein milieu et à proximité d'un aérodrome. Donc le risque d'un crash aérien est fortement, la probabilité est forte compte tenu de ce risque-là. Et enfin, le troisième risque lié vraiment au niveau industriel, et ça, c'est inhérent aux activités propres de l'entreprise, tant au niveau des produits utilisés qu'au niveau des stockages, mais également au niveau de la quantité. Donc ce diagnostic a permis, dans un premier temps, de définir les 3 types de risques, mais de mettre en exergue un certain nombre d'autres types de risques et la démarche derrière à effectuer par rapport à leur processus de management de risque global. Et donc là, ils se sont posé la question pas uniquement de répondre à ces 3 à ces 3 différents, risques majeurs évoqués là tout de suite, mais de voir un petit peu plus grand et de mettre en place un plan de gestion de crise global. Donc la méthode et l'approche qui a été employée ici, c'est essentiellement basé sur, les différents référentiels existants au niveau environnemental, au niveau sécurité et par rapport à la qualité, mais là, plus sur une approche processus et système, afin de formaliser, les différents outils et les différentes, manières de procéder. Donc là, on part sur l'ISO 14001 pour la partie environnementale, l'ISO 45001 pour la partie sécurité. À l'époque, c'était l'OHSAS 18001 puisqu'elle est toute récente celle-ci. Et pour la partie donc qualité, c'est l'ISO 9001. Vient se rajouter à ces normes-là d'autres types de normes qui viennent encadrer la gestion de risques au sein de l'entreprise, notamment l'ISO 27000 qui est une norme relative à la protection des données et à la mise en place d'un plan de secours informatique. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui ont été, intégrées, au processus, mais celles-ci ont été utilisées, dans le cadre de cette, démarche-là, avec juste en vue d'être certifiées ISO 14001, pour ce site-là et pour le reste, on est vraiment sur une démarche, sécurité et non, l'obtention de la certification, même si ça viendra plus tard. Alors concrètement, concernant la mise en application vis-à-vis de ces normes-là, on a, la mise en place d'une veille réglementaire globale, que ce soit d'un point de vue sécurité ou, environnemental, avec les différents plans, que cela peut inclure. Donc tout à l'heure, j'ai pas évoqué, mais vous avez, différents types de plans, compte tenu, de la situation, géographique. Donc là, on est vraiment sur un plan particulier de risque naturel et plus particulièrement de risque inondable, ce qui implique que l'entreprise avait pour obligation de mettre en place un plan d'opération interne. Mais également les différents types de plans, comme le plan local d'urbanisme et bien sûr les différents arrêtés préfectoraux liés, à l'installation, classée pour la protection de l'environnement. Ensuite, le deuxième volet qui est le socle, à mon sens le plus important vis-à-vis de cette démarche, c'est les différentes analyses, qui vont, permettre d'identifier un certain nombre de risques et de mettre en place un certain nombre d'actions. Donc là, on part sur l'analyse environnementale, et l'analyse, on va dire, beaucoup plus, en lien avec l'environnement de travail
et donc de manière globale vis-à-vis de l'activité industrielle. On peut également, compléter cette approche-là avec une analyse de cycle de vie qui permet de mettre en évidence certains aspects, qu'ils soient directs ou indirects, au niveau de l'impact, vis-à-vis, de l'environnement ou vis-à-vis de la sécurité, des personnes. Là, on est plus sur une gestion des risques, propres à l'environnement, concernant les rejets et les différentes émissions. Donc ça peut être, par exemple, lié, au fret, s'il y a, un transit particulier, sur le site, la localisation, mais également les différentes ressources, hem, qui peuvent être mis en avant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Hem, c'est vraiment des actions, qui vont permettre, d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue technique, de définir les bons outils pour pouvoir maîtriser les risques. Donc quelques exemples d'analyses qui peuvent compléter, ce que j'ai présenté précédemment, c'est l'analyse des atmosphères explosives, le risque chimique relatif aux différents produits, le risque biologique. Là, on est en plein dans une pandémie, mondiale, donc faire face justement, à ce type de risque permet également à l'entreprise de pouvoir déployer les ressources nécessaires, mais également de pouvoir, on va dire continuer, l'activité en toute, sérénité, même si le risque zéro n'existe pas. Vous avez toute la partie métrologie également, concernant les différents types d'outils, déployés, au cœur de l'entreprise par rapport, à aux dispositifs, heu, en interne, et la partie maintenance qui permet également de prévenir un certain nombre de risques. Alors, vis-à-vis de ces différentes actions, pour mesurer l'efficacité, de celles-ci concrètement et pour, ne pas oublier, un certain nombre de paramètres, notamment, les organisations et l'organisme externe à l'entreprise, vous allez avoir une évaluation, hem, spécifique avec la mise en place de tests de situation d'urgence préalablement définis. Par exemple, des exercices, d'évacuation organisés avec, les secours, les pompiers, mais également les différentes audits qui peuvent être intégrés à celles-ci, et les ajustements, nécessaires vis-à-vis de cette, vis-à-vis de ces différentes, vis-à-vis des différentes actions mises en place et de leur efficacité, au quotidien. C'est bien évidemment par le biais de la formation et de la sensibilisation des parties intéressées, mais également de l'information, que l'on peut véhiculer tout au long, heu, de de ces différentes, démarches. Alors concrètement, comment est-ce que cela se traduit pour l'entreprise vis-à-vis des différents risques, évalués ou mis en place? Eh ben, on a pu noter, une réelle, amélioration, par exemple, sur la partie, déchets. Une réduction vis-à-vis des taux d'accident, la gestion et la maîtrise de l'empreinte carbone globale de l'entreprise, l'évaluation et la mise en place, d'un certain nombre de protocoles par rapport à la fin de vie des dispositifs médicaux, en répondant à une problématique, en sachant que c'est des dispositifs qui sont utilisés sur du long terme, qu'il y a un SAV, on va dire, de mise en place vis-à-vis de ces dispositifs, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois que ceux-ci ne fonctionnent plus? Comment les décontaminer?
Quel va être l'impact sur l'environnement? Ça, ce sont des questions qui se sont posées et à laquelle l'entreprise a pu répondre, on va dire aisément. La réduction des coûts vis-à-vis des différents traitements et des dispositifs mis en place, notamment sur le risque naturel qui a été évoqué tout à l'heure, par rapport au risque inondation. On peut être préparé d'un point de vue organisationnel, mais d'un point de vue technique, ça peut être bon aussi de pouvoir évaluer la mesure de l'efficacité des différents dispositifs en place. Ensuite, d'un point de vue santé et sécurité, on a un nombre d'accidents qui a été réduit, la diminution du nombre des absences, le risque biologique a été maîtrisé. Il faut savoir que l'entreprise recevait pas uniquement que des dispositifs, on va dire médicaux en fin de vie, mais également par le biais de la matériovigilance, d'autres types de dispositifs qui, eux, pouvaient générer des risques biologiques beaucoup plus importants, tant pour la personne qui le transporte, la personne qui l'analyse, mais également la personne qui va l'évacuer derrière. Donc là, ce sont des questions qui se sont posées vis-à-vis de la matériovigilance, à savoir quel va être le schéma à réaliser ou à mettre en place pour pouvoir justement couper le transit et le passage au niveau du site. D'un point de vue sûreté, on a des zones qui ont été définies avec un poste de commandement, une salle de confinement en cas de crash aérien, un accompagnement post-crise avec la mise en place d'une cellule d'écoute, la sécurisation des données avec la mise en place donc d'un plan de sécurité des informations. Et au niveau organisationnel, eh bien, cette approche, on va dire, top-down et bottom-up, concernant les différents processus et la gestion de risques au sein de la société, a mis en exergue un certain nombre de personnes à affilier et à intégrer dans l'organisation et dans leurs fonctions propres lorsqu'il y a un événement particulier et l'identification des parties intéressées pertinentes auxquelles il a fallu communiquer un certain nombre d'informations, notamment la DGAC, le SDIS, mais également les assureurs, pour pouvoir justement éviter un certain nombre de problèmes, notamment d'un point de vue des coûts, mais surtout pour rester totalement transparent et faciliter on va dire les différentes démarches, tant d'un point de vue mise en sûreté des biens, des personnes, mais aussi de l'environnement. Voilà. Merci pour votre attention et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut maintenant échanger. Merci Amel. Donc effectivement, on va passer aux questions ou au retour d'expérience aussi, hein, s'il y a certaines personnes qui veulent apporter voilà, des compléments. Donc soit en activant le micro, soit via le chat. Oui, je me permets de prendre la parole. Oui, Bonjour, Joseph Marc-François, je travaille dans le conseil en sécurité des procédés industriels. Oui, D'abord, merci pour votre présentation et on voit que je dirais la maîtrise du risque attaque plusieurs domaines, hein, que ce soit le domaine cyber, le domaine du risque chimique, le domaine euh, divers et variés. Moi, j'avais à la fois une question puis une remarque un peu liée à mon expérience dans le domaine de la sécurité des procédés industriels, c'est que ce qu'on remarque souvent, c'est que quand on parle d'accidents industriels, par exemple, ces accidents arrivent pour les plus graves, ceux dont on entend parler. Donc, on a entendu parler, bien entendu, de Lubrizol, on a entendu parler de l'accident de Toulouse il y a quelques années, etc. oui,
Moi, ce qu'on remarque, c'est que ce sont souvent des sites qui sont contraints par la réglementation, quand ils sont Céveso, à faire des études de danger, à faire les bonnes analyses, etc. Et ils ont quand même des accidents. Et ça nous a poussé un peu à la réflexion. Et puis maintenant, c'est une conviction chez moi, c'est que la conformité réglementaire n'est pas suffisante. Hein. Oui, C'est nécessaire. Et nous, un peu dans notre système justement de diagnostic, donc, je dirais axé sur la sécurité des procédés. Hein. Souvent, je dis, oui. on ne sait pas faire grand-chose d'autre, mais on le fait pas trop mal. Euh, dans la gradation, ok, il y en a qui sont, j'allais dire, même pas conformes à la réglementation. Donc, pour eux, il y a des soucis à se faire. Puis, Oui, un beau jour, ils se font rattraper par la patrouille qui s'appelle Dreal, et puis ils se font taper sur les doigts. oui. Et après, je dirais, la conformité réglementaire, c'est bien, mais aller au-delà, c'est une garantie de. C'est pas une garantie, mais disons que c'est un moyen d'éviter d'avoir des accidents. Alors, je sais pas si, Madame Chikaoui, sur les domaines que je connais moins, vous avez un peu le même sentiment. Alors, il y a peut-être moins d'obligations, je sais pas. Le cyber, de mémoire, il n'y a pas de loi qui oblige, alors Non. peut-être, hein. Mais Mm, mm. j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, quand on impose un cadre réglementaire, c'est vrai que parfois, ce n'est pas forcément respecté parce qu'on a cette question de contrainte. On se dit, on est obligé de le faire, on on n'a pas forcément les ressources en interne, ou alors, parfois, c'est juste une méconnaissance où on ne sait pas faire. Généralement, quand on ne sait pas faire, effectivement, il y a cette problématique-là de se dire: «Bah, je ne sais pas par quel bout le prendre, comment est-ce que moi je vais pouvoir mettre en place des actions si concrètement je ne sais pas l'évaluer?» Hem, Par rapport à mon expérience, moi, ce que j'ai pu constater, généralement, c'est vraiment je dirais pas ce manque de connaissances, mais cette vision un petit peu, rétrécie parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à l'approche, on peut avoir une approche, top down, donc une approche vraiment macroscopique, des différents risques, au sein de l'entreprise et au contraire, quand on resserre l'étau et on se concentre sur, ce que vous évoquiez tout à l'heure, des processus, techniques, qui eux vont avoir un fort impact, au niveau du risque, industriel ou par rapport à l'entreprise, généralement, ce sont des risques qu'on peut maîtriser, mais qui vont uniquement être concentrés, à ce niveau-là. Après, voilà, moi, j'ai eu la chance, du coup, d'être relativement autonome par rapport à l'évaluation et de proposer et d'être force de proposition, par rapport à l'analyse de risque et de manière globale. C'est pour ça qu'il y a des éléments, qui ont fonctionné, d'autres un petit peu moins, mais c'est en testant et en retestant qu'on peut se rendre compte si ça fonctionne ou pas. Après malheureusement, comme vous voquiez tout à l'heure, pardon, le risque zéro n'existe pas, même si c'est bien maîtrisé et ben, malheureusement, l'erreur humaine ou voilà, le mode de défaillance, est toujours présent. Même si on a fait tous nos calculs, voilà, c'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Le tout, c'est de savoir si, voilà, on a les ressources, on a défini, les différents paliers, on sait comment, procéder et derrière, c'est de se dire: «Bah, OK, c'est perfectible, mais je peux continuer quand même, à travailler ou à mettre en place des choses, un petit peu plus, on va dire, pertinentes». Ça peut aussi servir par la suite, si quelque chose n'a pas été, bien maîtrisé, de se remettre en question. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre Si, si, question, si, mais si, mais voilà, c'est comme ça que bon, moi je c'est un le vois. vaste sujet, donc, et le Ouais, week-end approchant, on va arrêter avant 19 heures parce que je crois qu'on peut en parler des heures. Mais si c'est intéressant d'avoir effectivement des retours de différents horizons et qui est d'autant plus, je dirais, bruité par le fait que, dont on le voit, hein, suivant le type d'industriel, le type d'industrie avec qui on travaille, évidemment, il y a la culture d'entreprise qui va jouer énormément. très forte. Ouais, Quand vous êtes avec un chimiste, le chimiste, s'il ne connaît pas la sécurité des procédés, il n'existerait plus. Il aurait déjà explosé.
Donc, Ouais, effectivement, lui, il fait des choses. Et puis, il y en a qui travaillent sur des process moins dangereux. Heureusement, on travaille beaucoup des gens de la cosmétique, par exemple, euh, eux, ont des procédés, bien entendu, moins dangereux, ou dans l'agroalimentaire, mais de temps en temps, et comme vous le dites, qui savent pas que leur produit est dangereux. Et ça, je pense il y a de grosses responsabilités du management de ces sociétés ouais, qui, qui n'ont pas mis au bon endroit les bonnes personnes. c'est C'est ça. vraiment un problème. On travaille avec un groupe assez important dans ce domaine. Je pense qu'à l'heure actuelle, on apprend autant qu'eux, ils apprennent, mais ça, faut pas leur dire. Mais c'est très intéressant parce que nous, d'habitude, on travaille sur des trucs un petit peu techniques, hein, savoir ce que c'est qu'une atmosphère explosive, savoir ce que c'est qu'un emballement de réaction chimique, etc. Mm. Et puis là, les gens ils nous ont demandé un diagnostic un peu en nous disant, bah, écoutez, comme ça, vous nous direz sur tel site qu'est-ce qui fait pas bien son travail. Et puis la conclusion, ça a été, bah, monsieur, c'est vous qui faites mal votre travail. C'est vous. Et je vous garantis que c'est vrai, la personne, la première réflexion quand on a fait le retour, le diagnostic de 4 sites, il nous a dit, ah bah, ça fait du bien de prendre des baffes de temps en temps. Mais au moins, ce gars-là, c'est quelqu'un de vraiment honnête et qui, en plus, derrière, va faire ce qu'il faut pour avancer. Et donc, il y a la culture et l'information. Je pense que moi, j'ai discuté un peu avec des gens aussi dans le domaine du cyber. Hein, ben voilà, est-ce qu'on a bien mis est-ce qu'on a la conscience du risque qu'on a? Non. Et Et la question du cyber, c'est vrai que on a de plus en plus de hackers, de plus en plus de personnes un peu plus, on va dire, dédiées, spécialisées à ça. Je sais pas mm, pourquoi ça les amuse, mais voilà. mm, Mais avec en plus la réglementation RGPD, puisque j'ai eu l'occasion ouais, de m'y plonger un petit peu, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui restent verrouillées. Et pour l'avoir également abordé là tout de suite au cours de ce webinaire, mais aussi dans le cadre de l'entreprise, il est vrai que la transmission des informations, quand les données sont très importantes et qu'elles sont, on va dire, primordiales, voire vitales à l'entreprise, eh bien, savoir comment on peut les maîtriser pour éviter justement un sabotage industriel, la revente des informations tout simplement, c'est des choses auxquelles l'entreprise ne va pas penser tout de suite, mais par le biais, par exemple, d'un diagnostic ou de se dire, bah, demain, on met la clé sous la porte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un backup? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Ça aussi, c'est des notions importantes que les managers ou la direction doivent pouvoir entendre derrière. Mon son n'est pas coupé, monsieur. Pardon? On vous entend si vous voulez Parler? bah, voilà, apporter votre expérience au Heidi. Non. Non? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ou dans le chat, il n'y a pas de remarques ou de questions. Bon, bah, ça veut dire que j'ai été claire. C'est ça. Clair et synthétique et rapide, puisqu'on a fini avec un petit peu d'avance. Mhm. Euh, bah, je sais pas, en attendant de voir voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Donc Amel a mis ses comptes LinkedIn, si vous voulez la rejoindre. Sachez également qu'on a une communauté de responsables QSE, qu'on anime avec la CCI Lyon Métropole, sur LinkedIn aussi. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, si vous voulez rejoindre cette communauté, qui vous permet d'avoir de l'information sur les sujets QSE, d'échanger avec d'autres responsables QSE, voilà, vous pouvez nous rejoindre. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Donc merci à tous de votre participation. Merci bien sûr à Amel Chikawi pour son intervention.
Merci. Merci à vous. Et moi, je vais vous envoyer la présentation par mail, donc vous aurez nos coordonnées si vous souhaitez reprendre contact voilà, plus tard si vous avez un besoin. On veut bien dans le mail, bonjour, on veut bien dans le mail le lien parce que ça, il y a une sécurité, enfin, personnellement, il y a une sécurité entre Cisco et le lien sur le groupe QSE. D'accord. Dans Eh ben, le mail, on peut avoir le lien. Oui. Peut-être que c'est mes paramétrages, mais ça me simplifierait les choses. Pas de souci. C'est Voilà. noté. Je le rajoute. Bah, écoutez, merci beaucoup et très bonne fin de journée et bon week-end. Bon week-end, merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.